Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, on a un invité spécial qui n'est pas Guillaume pour une fois, enfin qui n'est pas Guillaume du Basket Lab, mais Guillaume Visadé qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur le Dreamcast Show. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de différents sujets, mais pas les sujets qui ont déjà été évoqués chez Symbiose. Du coup, on vous invite à aller regarder l'émission qu'ils ont déjà fait, où ils parlent beaucoup plus des jeunes, de l'influence de la NCAA, du parcours en U20 en Europe et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, nous, on va un peu plus se concentrer sur la Pro B et la Betclic Click et l'évolution du coup de Vichy-Clermont vers Le Mans, et aussi des questions un peu plus tournées autour de l'art et l'influence de l'art sur le basket, ainsi que comment Guillaume utilise les ajustements tactiques et comment il peut être aussi aidé de son coaching staff. Donc voilà un petit peu le programme pour aujourd'hui. Mais avant toute chose, déjà bienvenue Guillaume, et Bon- comment vas-tu? Bonjour, déjà, je vais très bien. Merci de m'accueillir et me donner l'opportunité d'échanger sur le basket. C'est avec grand plaisir. Eh ben merci à toi, Baptiste, comment vas-tu? Eh bien, salut Azad. Je suis très très content qu'on se retrouve à 3 et non pas à 2. 3 jours après le 3-0 de Liverpool-Manchester United. Mais c'est un autre débat. J'étais obligé de le faire pour Azad, désolé Guillaume. Mais voilà, très très content d'avoir un premier invité, le premier invité de l'histoire un peu du Dreamcast Show. On va dire dans le monde du basket. Donc c'est un vrai plaisir. Trop cool. Du coup, Guillaume, peut-être pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, présenter peut-être ton parcours depuis... Je sais que tu as commencé en tant que joueur, je suis allé un peu fouiller sur Internet, et du coup, et ton parcours de joueur à coach jusqu'à aujourd'hui. Ouais, écoutez, moi, j'étais oui, un joueur assez modeste, niveau National 3, etc. Donc, j'ai assez vite bifurqué sur l'entraînement. Et j'ai une particularité, c'est que avec mon arrivée en Betclic Elite, j'ai coaché dans tous les niveaux de championnats nationaux français, National 3 et National 2 dans un club amateur qui s'appelle Clermont Basket, en National 1 au Stade Clermontois il y a quelques années, en Pro B à Vichy pendant 7 ans, les 7 dernières années. Et puis, durant cet été, je suis venu au Mans. Donc, on va découvrir la Betclic Elite très, très prochainement. Et de ce que j'avais vu un petit peu, c'était dans les projets, dans tous les cas, d'aller en Betclic Elite. C'était quelque chose, j'ai regardé la conférence de presse, que toi, tu avais déjà anticipé, donc c'est un peu une continuité pour toi d'aller vers la Betclic Elite. C'était un objectif, en tout cas. Après, moi, je peux avoir des objectifs personnels, mais il faut être recruté. Et donc, là, c'est vrai que la, la possibilité de venir au Mans, pour moi, c'était vraiment une opportunité exceptionnelle qui s'est présentée. Je me sentais prêt et puis j'ai été bien accueilli. Voilà, on démarre ce nouveau projet avec beaucoup d'enthousiasme. Et moi, j'avais une petite question un peu improvisée, mais est-ce que le côté coaching, tu l'avais déjà en tant que joueur, enfin, je veux dire, c'est quelque chose, même quand tu étais jeune, un peu, peut-être l'aspect tactique ou des choses comme ça, que tu as eu très, très vite en tête, même quand tu jouais, ou ça s'est fait un peu, on va dire, sur la fin de ta carrière de joueur? Non, assez vite, en fait. Moi, j'étais au Pôle Espoir à Vichy. Et dans ce Pôle Espoir, il y avait un conseiller technique qui est décédé depuis, qui s'appelait Jean-François Michelet. Donc, c'est lui qui m'a le premier, on va dire, donné le goût à la tactique, à la stratégie, etc. Puisqu'il avait une approche très, très pédagogique de l'entraînement. Et on va dire, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à me former. Et là, c'est un autre CTS, Jean-Marie Deganis, qui m'a amené vers l'entraînement et qui tout de suite a essayé de me pousser. Je pense en décelant quelques capacités à transmettre des idées. Et c'est vrai que c'est la pédagogie qui m'a le plus voilà, passionné dans les formations d'entraîneurs, etc. Et donc, ça a tout de suite pris. Et j'ai entraîné voilà, du baby basket jusqu'à l'équipe de France U20 ou maintenant au niveau professionnel. Trop bien. Ouais, donc c'est vraiment. Tu parles souvent de basket total dans un petit peu les idées philosophiques que tu as autour du basket. Là, pour le coup, en commençant tout en bas, même en commençant avec les plus jeunes, en étant joueur et maintenant en ayant coaché toutes les catégories, que ce soit de niveau ou d'âge, en réalité, tu as aussi fait partie de cette histoire du basket total. Et d'ailleurs, moi, c'était quelque chose que je voulais, peut-être que si tu peux prendre le temps de le définir et d'expliquer pourquoi tu as cette volonté de travailler et de développer un basket total. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce basket total? C'est lié à la notion d'intensité.
Et cette notion d'intensité, ben, je pense qu'elle produit aussi et du spectacle pour les gens qui viennent le voir et du plaisir pour ceux qui le font. Donc, en même temps, c'est un outil pour entraîner et manager son équipe et l'amener à jouer finalement toutes les opportunités sur le jeu de relance, dans les continuités, voilà, être agressif au rebond, mettre de la défense tout terrain, donner de la variation en défense, avoir cette volonté d'avancer constamment. Et puis, ben, à côté de ça, ben, ça permet de créer de l'énergie dans la salle, d'avoir un basket dynamique. Ça permet aussi d'intégrer un petit peu plus de profondeur dans l'effectif parce qu'il y a besoin de beaucoup de force vive pour pouvoir pratiquer ce jeu-là. Et puis, quand on observe le basket de très haut niveau, on voit que c'est une tendance qui est assez forte et qu'avec le développement des habilités des joueurs, de la polyvalence, des caractéristiques de développement technique, on voit que de plus en plus de joueurs sont en capacité de faire des rebonds relances, de jouer à pleine vitesse, de changer de poste et de donner finalement une nouvelle gravité au basket, quoi, en développant ses habilités. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et puis, il y a deux liens pour moi qui rendent ce basket réel. C'est un, le partage du ballon, parce qu'il faut que la balle, finalement, elle transpire encore plus que nous. Il faut qu'on prenne des décisions rapides. Et le deuxième point, c'est que il faut que la cohésion défensive soit aussi très soudée, parce qu'en prenant des risques, forcément, il faut se suppléer, il faut s'entraider, il faut assumer les prises de risques et les décisions des autres. Donc, c'est un petit peu les deux piliers qu'on essaye de mettre en place dans notre basket. Bah, justement, juste pour rebondir sur un truc que tu as dit, c'est assez marrant. Je vais voler une des questions d'Azad. Mais tu parles beaucoup d'intensité et du coup, tu en as aussi parlé sans qu'on mentionne forcément ce terme, tu en as parlé toi-même. Et on sait comment tu fais pour un peu mesurer cette intensité. On sait qu'en NBA, il y a des tracking data de partout, donc on peut absolument tout mesurer. Mais est-ce qu'il y a des indicateurs pour mesurer l'intensité défensive des joueurs à plus bas niveau aussi? Est-ce que c'est un travail uniquement du test visuel? Est-ce qu'il y a un travail avec le staff là-dessus? Ou comment vous évaluez l'intensité Ouais, dans votre club? on va dire, on essaye d'avoir des repères qui sont faciles à trouver et qui dépassent un petit peu l'œil de Maquignon et la simple sensibilité observation. Donc, pour le regarder en détail, déjà, on regarde le nombre de traversées de terrain. Et ça, on peut le regarder et à l'entraînement et en match. Et les changements de possession. Donc, en combien de possessions on a joué. Ensuite, il y a des critères où on peut retrouver assez facilement, comme les rebonds offensifs, comme les interceptions, comme les contres. On va dire tout ce qui demande un petit peu de sortir en intensité. Après, les ballons qui appartiennent à personne, ce que les Américains appellent les 50-50 balls. Le ballon est en l'air, c'est un peu un intangible. Le ballon est au sol, on va le chercher. Donc ça, c'est des critères aussi, on va dire, faciles à trouver. Et puis après, on essaye d'aller sur des statistiques un peu plus propres à nous. Par exemple, voilà, en traquant les kills, combien de fois on fait 3 stops d'affilée, par exemple, défensivement, ce qui donne l'opportunité de créer des runs. Donc peut-être un 6-0, un potentiel 6-0, 8-0 pour essayer de créer des momentum en fait dans les matchs. Ensuite, on peut avoir tous les chiffres qui sont liés entre les minutes du joueur, sa production par minute. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va essayer de regarder individuellement. Puis après, on va regarder les associations. Est-ce qu'on produit plus quand ces 2 joueurs sont ensemble, quand 3 sont ensemble, quand 4 sont ensemble? Donc, on va regarder les line-up et on va essayer d'observer quelles associations sont plus propices. Maintenant, il y a des limites à ça, puisque la statistique, c'est quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas forcément quelque chose qui se projette. Et en face, il y a un autre adversaire. Donc, il faut rester aussi avec de la flexibilité et de l'adaptabilité également pour que on ne soit pas non plus prisonnier de nos schémas. Mais il y a quand même quelques critères. En les observant au cours de match, on sait si on est sur la dynamique de ce qu'on veut ou s'il faut peut-être réguler certaines choses pour qu'on soit dans le basket qu'on veut pratiquer. Ok. C'est marrant les indicateurs statistiques que tu as donnés. Moi, je suis allé faire ma petite enquête, j'ai regardé les stats de Pro B l'année dernière
Et du coup, avec Vichy, ils étaient deuxième au rebond offensif, premier en contre, premier en interception et premier en perte de balles, donc à perdre le moins de balles possible. Et du coup, ça correspond vraiment à cette idée de, au-delà de l'efficacité d'une possession, c'est d'arriver en fait à se créer le plus d'opportunités possible parce que tu maîtrises pas forcément ton adresse, mais par contre tu vas maîtriser le nombre de... En tout cas, tu as plus peut-être de possibilités de maîtriser le nombre de fois où tu vas un petit peu jouer à la loterie et justement tenter des 3 points parce que vous étiez une des meilleures attaques l'année dernière alors que vous n'aviez pas une bonne efficacité à 3 points ni réellement au shoot, mais vous aviez un petit peu tous ces gains marginaux qui permettait d'être une bonne attaque. Du coup, moi, ma question, c'était un petit peu, est-ce que c'est des choses que tu vas regarder et tu vas partager à tes joueurs, ce genre de statistiques, ou c'est plus vous l'intégrez en tant que staff que le message est en train de passer parce que ces stats le reflètent, ou c'est quand même quelque chose que vous partagez un petit peu avec les joueurs dans le sens de, bah nous, c'est ça qu'on regarde et apparemment ça fonctionne parce qu'on a tel et tel indicateur statistique. Ouais, c'est quelque chose qu'on regarde, qu'on tracte et qu'on traque et qu'on construit aussi avec les joueurs. C'est-à-dire Ok. que durant la préparation, moi, je construis un outil qui s'appelle le scorecard. C'est 10 critères que moi, je conçois objectifs et qui sont validés par les joueurs qui correspondent à ce qu'on veut faire sur le terrain. Et ça nous permet de donner une note au match qui est au-delà du résultat brut, qui est le résultat final. Et l'an dernier, à la sortie de la saison, alors on a eu une saison un peu exceptionnelle avec Vichy, puisqu'on a joué 56 matchs officiels, ou 57 même matchs officiels. Et sur ces 57 matchs, ben, il y a eu un déterminant assez particulier, c'est que chaque fois qu'on a fait au moins 18 passes décisives et qu'on a pris 14 rebonds offensifs, on n'a jamais perdu de la saison. Et 25-0. Donc ça, c'était un petit peu voilà, le socle de l'équipe. Si on devait aller chercher quelque chose, bah, il y a du partage du ballon, puisque sur le pourcentage de paniers marqués, il y en avait une bonne partie, plus de 60% qui étaient issus de passes décisives. Et puis en parallèle, eh bien, on doit valoriser les possessions en essayant d'aller chercher des rebonds off. Et là où on essayait aussi de combattre une idée reçue, c'est que très souvent, et c'est quelque chose qu'on peut entendre ou qu'on peut me questionner lors des cliniques d'entraîneurs, etc., c'est que jouer vite ou jouer up-tempo, ce n'est pas forcément synonyme d'augmenter le nombre de pertes de balles. En fait, l'idée, c'est de dire, si on s'y entraîne tous les jours, on peut aussi, dans ce basket-là, réduire les pertes de balles. Et du coup, avoir un basket qui produit en même temps des possessions, mais qui en même temps est capable de prendre soin du ballon. Alors, soin du ballon, ça peut vouloir dire aussi que on ne rate pas les opportunités, donc qu'on préfère un tir plutôt qu'une balle perdue. Et donc, si on a un tir ouvert même tôt, dans notre particularité, on va peut-être pas forcément refuser ce tir-là, sauf dans des conditions spécifiques, si on est devant au score, si on joue d'autres momentum du match. C'est super intéressant et ce qui est, je trouve, peut-être c'est que moi parce que je connais bien cette équipe, mais c'est vrai que quand tu décris cette équipe qui a un peu cet avantage, on va dire, structurel des possessions, de créer plus de possessions que l'adversaire, que ce soit en créant des pertes de balles, le rebond offensif, etc., sans avoir forcément une équipe très à droite au tir, en fait, c'est très propre à moi, mais ça me fait beaucoup penser aux Knicks de Thibodeau. Et bon, c'est pas forcément sur les Knicks ma question, mais on en a un peu parlé en off. Est-ce que dans ta manière finalement d'avoir des grands principes, il y a ce côté un peu adaptation à ce qui se fait au plus haut niveau, ou c'est plus des principes qui te sont propres à toi et sur lesquels tu penses tu bougeras un peu jamais, entre guillemets, quoi? Je pense que c'est indispensable de suivre les tendances et de s'adapter, sinon on meurt. Et petit à petit, même ce qu'on propose, ça sera plus adapté, la terminologie sera plus adaptée, les joueurs, ils s'y retrouveront peut-être pas, ils prendront peut-être pas de plaisir. Donc, il faut trouver un équilibre entre des choses sur lesquelles on veut entraîner les gens à venir vers nous, et puis, je pense, continuer à s'adapter, et puis s'adapter aussi dans le championnat dans lequel on va jouer, qui se joue peut-être pas forcément avec les mêmes caractéristiques. Quand on regarde, par exemple, les possessions en Betclic, elles sont assez différentes, elles sont construites différemment. Donc, forcément, il faut faire preuve aussi, je pense, d'intelligence pour pouvoir réussir à jouer dans sa compétition. Oui, parce qu'il faut rester aussi au courant tout en s'inspirant de ce qui se passe ailleurs, il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel que toi tu évolues. Et c'est là, je pense, la grande force,
ce soit un petit peu de tous les innovateurs ou même des gens ont eu des avantages concurrentiels forts, et ils ont été capables de trouver où est-ce qu'il y avait des décalages ou des avantages qui ont été créés ailleurs, dans parfois même le monde, ça peut être même d'autres sports, ça peut être du foot ou ça peut être le monde de l'innovation, de la technologie, mais de quelle manière en réalité tu peux créer un avantage, vu que le basket c'est toujours une question de créer des avantages. Et moi, il y a quelque chose un terme que j'ai découvert justement, que toi tu parles un petit peu en termes de préparation et d'innovation là-dedans, c'est tu dis croire beaucoup à la préparation physique intégrée au niveau de la course. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est quelque chose dans lequel tu crois beaucoup? Pour le coup, tu parlais du football, donc la préparation physique intégrée, cette terminologie, elle vient du football. C'est-à-dire que c'est l'école portugaise qui a amené ça dans le football européen. On avait suivi avec Monaco ou encore avec Mourinho en Angleterre ou en Espagne. À chaque fois, il a amené ça en ayant des gens qui étaient capables de développer sa méthode. Si on le rapporte au basket, ce que ça veut dire, c'est que finalement, notre jeu, il se joue sur le changement de statut, sur les états transitoires. Attaque-défense, défense-attaque. Très souvent, c'est celui qui gagne ce rapport de force-là qui impose sa manière de jouer. Peut-être pas le résultat final, mais au moins le style de jeu du match. Et donc, il faut essayer de construire les entraînements en essayant de reproduire le maximum ces situations de changement de statut. Et pour ça, il faut proposer un basket qui se joue sur tout le terrain, des situations qui se jouent sur tout le terrain. Donc, la partie de la course, pour moi, elle est très intégrée parce que ce soit dans les drills, dans les choses en sous-nombre, où on travaille à 2, à 3, on va déjà être sur l'utilisation de tout le terrain et également quand on est dans le travail collectif. Ce qui fait que ça nous permet de travailler sur le développement physique, sur d'autres caractéristiques dans le périphérique de l'entraînement, type tout ce qui va être proprioceptif, tout ce qui va être renforcement, tout ce qui va être développement. Tout ça, on va pouvoir le faire en amont de l'entraînement, dans des parties qu'on organise avec le kiné et le prépa physique, et puis des parties aussi post-entraînement, où on va là aussi baliser le travail. Ok, trop intéressant. Et justement un peu, enfin peut-être sur rester le côté un peu staff, dans une interview du coup, tu avais dit que tu misais beaucoup sur la jeunesse avec Vichy. Donc c'était quand tu étais encore à Vichy, notamment pour te différencier des équipes de Pro B et aussi par manque de moyens. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est alors peut-être pas comment tu vas construire ton effectif au Mans, mais plus comment tu construis finalement un effectif de manière globale. Est-ce qu'il y a des profils ciblés pour ta manière de jouer très précisément, ou est-ce que c'est plus tu vas adapter ta manière de jouer à certains joueurs qui sont en place et qui ont des styles de jeu très marqués, ou est-ce que c'est vraiment plutôt c'est plus ta direction à laquelle tu essaies d'incorporer des joueurs, quoi? Sûrement un peu au milieu des deux, mais par contre tout le monde peut courir et tout le monde peut jouer un basket up tempo. Ça, j'en suis persuadé. Par contre, ça demande parfois de se reprogrammer un petit peu. Ça passe par des étapes où il faut que le joueur accepte de se livrer, de refaire des erreurs, notamment quand un joueur a de l'expérience, l'amener sur un style de jeu différent ou lui ouvrir de nouvelles possibilités, alors qu'on croit que ça va être évident. Les résistances au changement, elles existent aussi chez les joueurs. Donc, quand on leur propose quelque chose de nouveau, il faut aussi réussir à les convaincre, les amener sur la méthodologie, avoir très certainement à l'intérieur de l'équipe un petit peu des ambassadeurs et qui vont tracter, qui vont montrer la voie. Et puis, à travers ça, on essaye d'amener tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser aussi les caractéristiques et les forces, les avantages que des joueurs peuvent avoir dans d'autres domaines. Et je dirais plutôt que c'est plutôt s'enrichir l'un et l'autre. C'est-à-dire moi, dans mon format de jeu, s'il y a des joueurs qui peut-être ont un style ou des caractéristiques ou des avantages un petit peu différents, on va essayer de s'appuyer sur eux dans d'autres espaces de jeu et essayer de les mettre en évidence, puisque c'est le propre du truc, c'est celui-ci. Ok, c'est marrant parce qu'il y a
4 années de ça, j'ai écrit un papier, enfin j'ai fait de la recherche un petit peu sur les change management et j'ai écrit un papier où je compare les change champions et les glue guys et je prends l'exemple de Sean Battier. Il y a Ouais. 4 ans, enfin le Azad il y a 4 ans, il pensait pas réavoir cette conversation, en tout cas pouvoir en reparler avec un coach de Betclic Elite un peu après. Et du coup, c'est toujours aussi marrant de voir à quel point, comme on disait tout à l'heure, il y a des vases communicantes du monde du management humain dans les entreprises. À celui sportif, on n'utilise pas les mêmes mots. Le but n'est pas forcément le même, mais en réalité, quand on touche aux dynamiques de groupe, en réalité, on peut apprendre en fait de tellement d'endroits différents et c'est hyper enrichissant. Et en parlant un petit peu d'apprendre du coup des autres, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu ton staff, comment il est construit et justement pour t'aider à faire des ajustements tactiques. Est-ce que du coup, c'est les assistants qui regardent les autres matchs? Est-ce que vous avez des assistants vidéo? Est-ce que vous faites du coup beaucoup de travail et de veille même de votre côté tout seul pour arriver à anticiper? C'est quoi un petit peu le support dont tu as besoin? Parce que tu parlais qu'il fallait des ambassadeurs pour inculquer le changement dans une équipe au niveau des joueurs. Mais pour faire vivre une équipe, toi seul tu peux pas le faire et du coup tu as construit un staff. Et du coup, bon, ça fait beaucoup de questions d'un coup, mais voilà, l'idée c'est un petit peu comment tu t'entoures pour te préparer à t'ajuster et à construire une équipe. Alors ben là, j'arrive dans le club du Mans où le staff était déjà organisé. Donc, ben, tout de suite dans ma réflexion, c'était aussi ben, comment communiquer avec le staff, les idées que je veux faire passer, pour qu'on soit aligné et qu'ils soient en capacité d'intervenir, puisque on dit souvent les assistants, mais avant d'être des assistants, c'est des coachs aussi. Oui, oui. Et d'ailleurs, principalement. Et pour moi, c'est très important qu'ils soient très actifs, puisqu'on a parlé du moteur de l'énergie dans le projet. Et pour qu'il y ait de l'énergie, je ne peux pas être le seul pourvoyeur d'énergie. Il faut aussi qu'on ait plusieurs voix qui aillent dans la même dynamique. Et on va essayer de développer le leadership des joueurs, bien sûr, pour qu'ils en amènent, mais il faut que le staff puisse aussi en amener au quotidien. Donc, si on veut qu'ils interviennent pour aller dans le sens de la démarche, il faut qu'ils s'approprient la démarche. Ça, c'est un premier temps. Et c'est mon boulot à moi de leur transmettre les informations, les idées, etc. Et puis après, eux, ils mettent aussi leur savoir-faire. Ils transforment un petit peu leurs exercices, un petit peu les intentions prioritaires. Et du coup, on s'enrichit mutuellement là-dessus. Après, sur le travail de vidéo, moi, j'ai un fonctionnement cette année avec 2 assistants qui me permet d'avoir un assistant à qui j'ai donné une coloration plus défensive et un assistant à qui j'ai donné une coloration plus offensive. Et là-dessus, l'idée, c'est qu'ils puissent en même temps être un œil sur ce qu'on produit, c'est-à-dire faire un retour sur la production de notre équipe, et en même temps être un œil sur ce que font les autres équipes, et donc en faisant des scouting reports sur les adversaires. Et donc là-dessus, après, on construit tous les éducatifs de la semaine en ayant une première partie de semaine où on est plus orienté sur nous pour développer notre jeu à nous, et ensuite, une fin de semaine qui est plus orientée sur l'adversaire. L'idée est de se dire, c'est qu'il faut d'abord se concentrer sur nous pour développer notre manière de faire, mais également trouver des adaptations pour contrecarrer les plans adverses. Il faut trouver un équilibre là-dedans. Et après, dans le système athlète qu'on essaye de mettre en place, le prépa physique est très important puisque il est présent en avant-séance. Une fois qu'on a commencé le travail technique, il reprend les joueurs pour faire des rappels physiques, peut-être rappels sur la vitesse, réactivité, prise de décision, pleine vitesse ou ce genre de choses, de la proprio, etc. Ensuite, on a le cœur de l'entraînement. Et puis après, il va soit récupérer le groupe pour faire un travail supplémentaire, soit il va reprendre des individus pour amener un travail spécifique. Donc, voilà. Et puis, pour entourer le tout, notre kiné qui est là au quotidien. Okay. Donc, et la kiné, elle a aussi un rôle très actif puisque ce n'est pas simplement, on va dire, d'avoir de la kiné réparatrice, mais c'est plutôt une posture d'avoir de l'anticipation, donc que les joueurs aient des routines sur lesquelles ils travaillent par rapport à leur posture, par rapport à leur souplesse, par rapport à tout un tas de choses sur lesquelles elle peut les accompagner, là aussi en amont et en aval de l'entraînement. Ok, ouais, c'est un vrai travail. Ouais, grosse équipe, c'est sûr. Et moi, je voulais juste revenir un peu sur la préparation des matchs que vous faites, la préparation des adversaires, parce que c'est vrai que finalement,
tu as dit finalement en intro, dans la définition un peu de ton basket total, qu'il y avait une grosse part d'adaptabilité à l'adversaire. Et donc, je voulais un peu savoir comment ça se passait la préparation, on va dire, d'un adversaire, vraiment un peu plus dans le détail. C'est-à-dire, tu as dit que tu as 2 assistants. Sur quoi ils se basent? Sur peut-être les dernières confrontations, peut-être pas sur du coup le début de saison, pas forcément. Est-ce que ça se base sur les dernières confrontations, les quelques derniers matchs pour avoir vraiment la forme de l'équipe? Et aussi, est-ce qu'il y a un côté, finalement, vous allez essayer de contrecarrer leur force, forcément, ou plutôt d'appuyer sur leur faiblesse? Et est-ce qu'il y a plusieurs plans qui sont préparés que par l'assistant défensif pour le côté défensif, par exemple? Ou est-ce qu'il y a vraiment un travail de lui, il va mettre en avant les points faibles et les points forts, et après la décision, moi j'imagine que la décision finale te revient forcément, mais un peu comment ça se passe, cette préparation de scouting de l'adversaire finalement? On va dire déjà, quand on analyse un adversaire, on regarde ses chiffres au niveau global. Qu'est-ce qu'il produit depuis le départ pour essayer d'avoir un petit peu l'identité de l'équipe avec le plus de données pour avoir une idée générale. Derrière, on essaye de regarder sa forme du moment. Donc, les 3 derniers matchs, on va dire. Les 3, peut-être 4 derniers matchs, mais souvent les 3 derniers matchs. Et puis après, on va essayer de regarder qu'est-ce que cette équipe fait contre une équipe qui a un profil qui nous ressemble. Okay. Si on a cette chance-là, comme ça, on regarde un petit peu ses adaptations, on regarde un petit peu les options qu'elle a choisies et aussi ce que l'équipe qui nous ressemble avait fait. Et on essaye de se nourrir un petit peu de ces 3 niveaux d'information. Et après, les assistants coachs, ils font un travail d'analyse, ils font un travail de synthèse. Après, on discute de leur travail de synthèse. De cette synthèse-là, on met en place un plan de marche pour la semaine qu'on essaye de répartir petit à petit, pas pour que ce ne soit pas indigeste et que justement, on ait aussi le temps de répéter. Donc, même si on ne l'évoque pas peut-être ultra précisément au début de la semaine, on commence à travailler certaines situations sans les nommer, on va dire, en jeu réduit, en reprenant certains points tactiques. Et comme ça, c'est des choses qu'on pourra garder contre cet adversaire, mais même contre des adversaires futurs. Et puis après, on rentre dans l'ultra spécifique. Okay. Où là, on est ciblé, on va regarder, disséquer un petit peu les images vidéo, revenir sur des comportements que nous, on a pu avoir sur les dernières rencontres, corriger certains aspects pour préparer et finaliser et sur le plan collectif et sur le plan individuel. Et peut-être que là où, avec les datas, c'est de plus en plus fort, c'est qu'on a une meilleure connaissance des individus. Ouais. Ouais. Tactiquement, on analyse globalement pour connaître les schémas de jeu, etc. Mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est quels sont les temps forts, avec qui ils les jouent, comment ils les jouent, puisque ce sont les problèmes majeurs qui vont nous être posés. Ok. Et ça, du coup, tu utilises en préparation d'un match. Mais en plus, du coup, toutes ces notes-là, je suppose que vous les gardez aussi pour la durée du match, parce qu'il y a un peu ce truc-là. Et je pense que moi, c'est peut-être la partie qui me fascine le plus, c'est les ajustements pendant les matchs. C'est le changement de couverture sur du pick and roll. Ça va être le changement de gestion des joueurs dans les corners, de passer d'une zone à pas une zone, passer de faire des pick and roll à faire des get action pour justement essayer de prendre la défense de vitesse. Enfin, toutes ces choses-là, du coup, est-ce que les ajustements que tu fais en match, tu les as déjà préparés en amont, ou est-ce qu'il y a aussi un petit peu parfois des choses, tu es surpris parce que c'est des choses que tu n'avais pas anticipées, et à quel point aussi les assistants et les joueurs sur le terrain sont aussi capables de dire qu'il y a eu un changement et t'aider un petit peu aussi à voir, parce qu'un terrain c'est grand et il se passe tellement de choses à la fois qu'à l'œil nu sans replay, parfois tu dois forcément manquer des choses. On va dire que notre boulot, c'est de préparer l'équipe à tous les scénarios possibles. Ouais. Maintenant, la multitude d'actions fait que on ne peut pas toujours être préparé à tout, et donc il y a des espaces où les joueurs doivent être capables d'avoir de la créativité. Donc là-dessus, on essaye de proposer plusieurs plans, des alternatives et de construire des options par rapport à la défense adverse. Maintenant, l'adversaire, il va faire la même chose, il va s'adapter, il va trouver des corrections. Je sais pas, j'ai un truc qui me vient en tête, par exemple sur les pick and roll, parfois il y a des aides qui viennent dans le dos du jeu, parfois il y a des aides qui viennent en face du jeu. Et donc, parfois en cours de match, il y a des équipes qui sont en capacité
de passer de l'un à l'autre. Et donc, c'est un petit peu comme un jeu d'échecs, tu vois. Donc, tu pensais avoir pris un avantage sur quelque chose, il y a une contre-attaque. Donc, il faut toi aussi continuer à bouger des pièces parce que sinon, petit à petit, ton avantage, il va s'amenuiser, s'annuler. Et puis finalement, les choses vont s'inverser. Et d'équipe qui avance, tu vas retrouver à être une équipe qui recule. Donc, c'est un petit peu ça la richesse sur le plan tactique. Et c'est vrai qu'il y a de la variabilité. Après, c'est aussi un rapport de dominant et de dominé. Parfois, les équipes vraiment dominantes, elles arrivent à imposer leur jeu et leur choix tactique pendant la durée de la totalité d'un match. Par exemple, l'équipe américaine aux Jeux Olympiques, elle fait du switch sur tout, sur quasiment tout, sur quasi tout le tournoi, alors que les équipes qui jouent les Américains, très souvent, elles ont de la variation pour leur poser des problèmes tactiques et justement, qui perdent quelques possessions dans les intervalles et pour rééquilibrer la confrontation. Donc, il y a des matchs où peut-être tu as des moments où tu prends vraiment l'avantage, tu peux rester sur ton plan A, mais il faut avoir des capacités à aussi, au moins à la marge, faire des ajustements, soit vis-à-vis des caractéristiques des joueurs adverses, soit vis-à-vis du momentum du match. Et justement, un peu sur ce côté ajustement, je pense que c'est ce qui nous passionne le plus avec Azad, mais il y a une question qui me fascine un peu, c'est la notion de timing pour les ajustements. C'est-à-dire, on voit souvent, et nous, des critiques qu'on peut voir souvent sur les réseaux, etc., c'est le côté, un tel coach n'a pas fait d'ajustement, etc., etc. Et il va se faire beaucoup critiquer là-dessus, mais quelque part, c'est peut-être aussi parce que c'est son plan de jeu et c'est sa définition du jeu, et ça a marché pendant toute une saison régulière. Pourquoi il changerait au bout d'un quart-temps en play-off, quoi, par exemple? Et du coup, même au sein d'un match ou au sein peut-être d'une série ou de choses comme ça, ou au sein d'un quart-temps, etc., à partir de quel moment tu vas... Alors, c'est peut-être une question très compliquée, mais est-ce que vous avez des signaux forts ou c'est une discussion que en interne et du feeling sur OK, là, il faut qu'on change la couverture et ça peut intervenir au bout de, je sais pas, une ou deux possessions, ou est-ce qu'il y a toujours cette envie de peut-être la tester et peut-être sur celle-ci, il y a juste un joueur qui a mal effectué la couverture, mais on croit en notre couverture, ou enfin, un peu cette question de à quel moment on fait l'ajustement. Déjà, ça peut être proactif, c'est-à-dire que tu le fais vis-à-vis des compétences de tes joueurs. Tu fais un changement et du coup, tu ajustes la couverture aux capacités de tes joueurs. Par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui est un très fort stepper, type, je sais pas, Mathias Le Sort en équipe de France. Et puis après, tu as un joueur qui est fort en couverture basse, Rudy Gobert. Et donc, du coup, peut-être que la hauteur sur l'écran, elle va avoir de la variabilité. Et donc, du coup, ça, c'est proactif, c'est-à-dire que la couleur de ta défense, elle est donnée par les capacités motrices de ton poste 5. Par contre, tu peux aussi avoir l'idée inverse, c'est-à-dire que j'ai un joueur qui a une compétence multiple, donc durant le match, quand je vois qu'on est en difficulté sur telle action, on dit on change de niveau de défense. Par exemple, on passe, je sais pas, de protection basse à protection à hauteur, voire de step, voire de switch, voire de trap. Et dans ce cas, on force un petit peu le destin en disant tu vas faire l'effort pendant 2-3 minutes, ou soit sinon on met quelqu'un qui a la capacité à le faire. Ok, donc ça joue beaucoup en fait aussi sur les rotations. En fait, les joueurs sur le terrain sont un peu une traduction de la tactique défensive ou même offensive que tu as choisi de mettre en place. Il y a un peu, tu ferais pas les mêmes couvertures ou les mêmes ajustements défensifs, peu importe le joueur sur le terrain. Donc en réalité, il y a aussi rien que parfois cette chose assez organique de remplacer. Même parfois, il suffit d'une situation, un joueur a pris beaucoup de fautes. Au final, la couverture défensive marche bien, mais un peu trop agressive et le joueur prend des fautes. Et du coup, tu es un petit peu obligé de t'adapter, pas forcément tactiquement, mais juste humainement, parce qu'un joueur peut prendre qu'un certain nombre de fautes. C'est ça, et puis parfois, il y a des moments creux, et des fois, on fait un peu le dos rond dans ces moments creux, parce qu'on sait qu'il va y avoir d'autres moments, le match est encore long, et que on se dit, s'il faut prendre un risque ou faire le dos rond maintenant, c'est peut-être le seul moment où on pourra le faire, et on essaye de parier sur le futur proche pour reprendre un avantage. Ok. En Ouais. parlant de timing, moi, il y a un truc qui m'intéresse un peu. J'ai regardé la finale contre
contre la Slovénie, j'ai regardé là en début de semaine et j'ai vu certains moments un petit peu des play calls qui me paraissaient risqués, mais en même temps qui ont été nécessaires. Je pense notamment à une remise en jeu sur le côté. Je crois que c'est un moment où vous perdez d'entre 9 et 6 points et c'est le quatrième quart-temps. Et c'est une action, du coup il y a deux écrans pour un joueur qui part du corner opposé à la remise en jeu, qui prend les deux écrans et directement c'est un catch and shoot à 3 points qui rentre. Mais d'un autre côté, il y a un peu cet aspect de... C'est un tir qui est très rapide en sortie de temps mort dans une situation où le temps joue un petit peu contre vous, mais d'un autre côté, vous voulez aussi d'avoir le plus possession possible. Du coup, c'est quoi un petit peu le process de réflexion derrière un play call? Et ça, c'est aussi un truc qui nous passionne, je pense, avec Baptiste, parce que c'est des trucs qu'on essaye, nous, qu'on ne comprend pas, parce nous, on voit juste le résultat de ce qui se passe sur le terrain, et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, pour une fois on voit un petit bout de coulisses, si jamais tu peux donner un peu d'informations là-dessus. Déjà, enfin, on peut dire que les calls, c'est suivant les équipes, il y a plus ou moins de situations scriptées. Nous, avec l'équipe de France U20, on a une volonté de trouver assez fréquemment notre jeu de transition. Et puis après, d'être sur des play calls, sur des situations un peu plus spécifiques, soit si on veut mettre la balle dans les mains de quelqu'un, soit si on est sur des situations arrêtées comme les touches, ou quand on est sur des ATO en sortie de temps mort. Donc là, on va plus passer sur des play calls. Quand on arrive dans cette fenêtre-là, dans le match, c'est vrai que là, si on continue sans rien changer, en fait, on va perdre avec peut-être cette différence de points. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à faire basculer le match sur notre style de match. Puisque sur la finale, la Slovénie joue son type de match à elle. C'est-à-dire qu'elle joue un basket à 5 extérieurs, quasiment, avec beaucoup d'adresse à 3 points, avec les 5 joueurs qui replient pour essayer de nous empêcher de courir, et avec un meneur de jeu qui a un gros talent et qui finit les possessions. Quand ils n'ont pas de solution, c'est lui qui prend ses responsabilités. Donc, globalement, pendant 35 minutes ou une bonne trentaine de minutes, on est plutôt en train de subir, en tout cas, on se bat pour rester collé à ce match-là qui ressemble plus à l'équipe adverse qu'au nôtre. Donc, ce n'est pas notre identité de match. Donc, à la sortie de ce temps mort-là, on est plutôt en train d'essayer de forcer le destin, c'est-à-dire retrouver de la confiance pour avoir des tirs et des intentions de tir spontanées, jouer toutes les opportunités et surtout reprendre notre travail sur ce qu'on appelle le tag-up, c'est-à-dire avoir les 5 joueurs qui jouent le rebond offensif pour se donner une nouvelle chance. Et ça, on le fait pour 2 raisons. Soit marquer après le rebond off, ou soit mettre de la pression tout terrain et remettre un avantage physique dans cette partie du jeu pour stopper les transitions adverses. Et c'est vrai que là, le tir, il rentre, donc ça nous fait recoller tout de suite. Mais même s'il ne rentre pas, on va pousser dans ce sens-là parce que nous, entre guillemets, on veut forcer le destin. On veut être suffisamment acteur pour reprendre le lead à l'intérieur du match. Ok. Et on a le temps, Azad, pour des petites questions qui ne sont pas prévues ou pas? Oui, bien sûr, on n'est pas pressé. Puis même si on ne fait pas les autres questions, on pourra te les envoyer par message au pire, Guillaume, après. Ouais, c'est vrai. Vas-y. Mais j'ai pensé à ça, parce que j'ai pensé à ça à cause du hand au JO. Et où il y avait eu je crois que je ne m'y connais pas du tout en hand, mais un joueur qui avait appelé le play sur une fin de match, etc. etc. Et bon, pour le coup, ça s'était mal passé, donc c'est pour ça que ça avait fait un peu le buzz. Mais est-ce que, alors peut-être pas dans une situation chaude, finale, etc., de championnat d'Europe, mais est-ce que ça peut t'arriver ou est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un joueur qui demande un play call ou qui aide à la conception, on va dire, d'un play call, ou qui, j'imagine que vous avez plein de systèmes déjà connus par les joueurs, et donc il dit ah non mais faudrait qu'on joue celui-là, etc. Est-ce que ça est déjà arrivé qu'il y ait des initiatives sur ce genre d'action de joueurs finalement? Heureusement, sinon on est mort. C'est-à-dire que si cette alternative, cette possibilité n'existe pas, en fait l'équipe elle va pas être vivante, elle va pas se développer.
enfin, en tout cas, moi, je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui fonctionner de cette manière-là, parce qu'il y a des fois, on est trop loin, des fois, il y a des rebonds off, et donc les joueurs, ils sont obligés de prendre des initiatives sur l'appel des calls et sur les alignements. Donc, à l'intérieur du match, il y a des moments où les joueurs, après, on a travaillé des choses la semaine, donc ils vont être sur ce référentiel-là, ils vont faire ces calls-là. Et puis après, il peut y avoir des situations où des joueurs proposent des options ou discutent des options, ou disent est-ce qu'on ne pourrait pas orienter la balle de ce côté-là pour que lui il joue sur sa main forte, ou ce genre de choses-là. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs d'expertise qui enrichissent votre jeu. Et donc, en tout cas, moi, je ne suis pas fermé à cet échange-là. Au contraire, je trouve que voilà, les joueurs, ils ont aussi une intelligence tactique, ils peuvent la partager et qu'on se doit d'avancer un petit peu ensemble. Ok. Et parlons d'un joueur avec lequel tu avances ensemble plutôt pas mal ces derniers mois, ces dernières années. Donc c'est avec Noah Penda. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est assez unique dans sa polyvalence, même si on regarde ses profils un peu dans les sites de scouting, il lui donne 3 postes, soit arrière, soit ailier fort. Il est grand, il peut jouer en périphérie, il peut porter la balle, parfois il défend sur les meneurs. Enfin, c'est un joueur qui paraît très polyvalent et du coup un peu même difficile parfois à évaluer. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse autant dans son profil pour que du coup tu veuilles justement, je pense que la volonté de l'avoir au monde passe aussi par toi, et qu'est-ce qui du coup toi fait que c'est un joueur sur lequel tu as envie qu'il t'accompagne du coup pour ce 3e projet d'affilée entre guillemets? Ouais. Pour ce que tu viens de mentionner, c'est vrai que les caractéristiques basket, c'est la polyvalence, après la potentialité offensive, puisque petit à petit, il étoffe son jeu, puis il l'étoffe un petit peu sur tous les aspects. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une progression aujourd'hui qui est assez linéaire sur tous les aspects du jeu. Et ça, c'est quand même assez rare, et il a aussi beaucoup de maturité. Okay. À l'intérieur du jeu, il apporte une forme de leadership parce qu'il a une assurance physique, parce qu'il a une capacité à s'opposer, que ce soit avec des joueurs intérieurs, avec des joueurs extérieurs. Et il trouve des manières de se rendre indispensable à l'intérieur de l'équipe. Donc, je trouvais que son profil et avec le directeur sportif du Mans, on était d'accord pour dire qu'il était en capacité pour intégrer une équipe de Betclic. Et que le faire avec nous, étant donné qu'on se connaît bien, etc., ça pouvait accélérer aussi son intégration, et qu'on avait, on avait bon espoir qu'il puisse s'imposer rapidement comme un joueur impactant de première division. Trop cool. Mais ce qui est intéressant, je trouve, du coup, son exemple, il est vraiment, vraiment passionnant, dans le sens où ça reste quand même un très jeune joueur qui joue dans un contexte compétitif, mais qui est donc, vu que c'est un jeune joueur, encore en développement. Et moi, ce qui m'intéressait un peu, c'est quelle marge tu peux donner à un joueur en développement qui est imparfait, mais qui, du coup, dans ce contexte, doit forcément produire et avoir une production positive. Et par exemple, je prends un exemple, mais il doit y en avoir exister plein d'autres, mais avec Noah, c'est peut-être son shoot. Moi, j'ai vu que, alors si on regarde juste les totaux, c'est peut-être un peu simpliste, mais c'est vrai qu'il a pris plus de shoots l'année dernière que celle d'avant, alors en jouant beaucoup plus de temps de jeu aussi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un joueur avec des pourcentages où on se dirait, ok, mais tout simplement parce que son shoot c'est encore un joueur en développement, je pense. Et alors, quelle latitude tu peux laisser à un joueur comme Noah dans un contexte très compétitif sur des aspects de développement comme par exemple son shoot ou d'autres aspects du jeu? Comment ça se passe un peu tout ça? Déjà, lui, comme les autres, ce qu'on essaye de chercher, c'est la qualité des tirs. Donc, de prendre ce que nous, on considère dans notre équipe un bon tir. Après, tant qu'il est à l'intérieur de ça, la progression, c'est pas toujours linéaire. Maintenant, entre les 2 années, il a fait un bond énorme dans le pourcentage à 3 points, un bond gigantesque dans le pourcentage au lancer franc, un bond très important dans l'efficacité à 2 points. Donc, quand on regarde la hausse de ces pourcentages, c'est déjà en un an, c'est très important. Après, quand on regarde les volumes augmentent aussi. Et dans le contexte compétitif de l'Euro U20, même si le nombre de tirs
est un peu plus réduit puisque c'est que 7 matchs, c'est que 9 jours. Mais là, pour le coup, la qualité des tirs qu'il a pris et les moments dans lesquels il a pris les tirs, les deux confortent sur le fait qu'il va encore progresser en termes d'adresse. Et puis, surtout, l'adresse, j'ai envie de dire, c'est nécessaire pour qu'il continue de progresser, qu'il aille au plus haut niveau possible, mais ce n'est pas la seule arme qu'il a autour de la taille, ce n'est pas le seul couteau qu'il a dans son couteau suisse, on va dire. Il a d'autres lames. Et c'est pas ce qui va lui assurer de jouer ou de s'imposer en Betclic, c'est pas seulement son tir. C'est-à-dire qu'il a la capacité aussi à produire bien d'autres choses qui font que la prise de risque, elle est quand même limitée et que le potentiel, il est bien présent. Ok, et du coup, vu qu'on parle d'autre chose que le tir, est-ce qu'il y a des stats pour toi qui sont importantes dans un développement d'un joueur, des choses que soit tu vas utiliser pour trouver un potentiel, soit que tu vas suivre pour, je sais pas, vérifier une progression ou en tout cas pouvoir un petit peu la matérialiser. Parce que là, on a parlé de pourcentage et d'adresse. Est-ce qu'il y a d'autres statistiques que, tu vois, tu parlais des scoreboards que tu faisais potentiellement, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu travailles qui sont vraiment spécifiques au développement et au potentiel d'un joueur? Non, mais on peut creuser sur le tir. Nous, autour de l'entraînement, on a une démarche que j'ai piquée à un entraîneur américain qui s'appelle Green Light, donc avoir le feu vert pour tirer. Donc, on mesure l'efficacité dans tout un tas de drills d'adresse, des fois contre le temps, des fois contre un partenaire, des fois avec un ballon, des fois avec 2 ballons, ce genre de choses. Et on traque les résultats tout au mesure de l'année. Et l'objectif, c'est d'obtenir le feu vert, le permis de shooter, quoi. Et en fait, celui qui a le feu vert, il peut shooter des shoots en mouvement, des shoots stationnaires, des shoots après dribble. Donc, il atteint des scores qui lui permettent de tirer dans toutes les situations. Celui qui a le feu orange, il doit tirer, on va dire, quand il est libre. Celui qui a le feu rouge, il ne tire que quand il est obligé par le temps. D'accord. Donc, tu vois, c'est un petit peu cette idée. Intéressant, ouais. Même si à l'intérieur du jeu, on dépasse cette idée, mais ça permet aussi de traquer sur des volumes qui sont bien plus nombreux et bien plus importants que seulement l'échantillon du match. C'est sûr. Et puis même, voilà, c'est décontextualisé, tu vois, un petit peu, mais il y a quand même un esprit compétitif. Et l'adresse de compétition, on le fait là-dedans, et puis après, on fait dans des exercices de surnombre, où là-dessus, on mesure aussi l'efficacité dans ces phases de jeu, où on crée des tirs à 1 contre 0. Et ça, pour nous, c'est aussi un repère, puisque pour un joueur comme Noah, par exemple, gagner en efficacité dans les tirs à 1 contre 0, c'est le premier indispensable. Ok. Mais c'est intéressant parce que nous, de notre point de vue extérieur, finalement, il y a plein de données qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas toucher et qui sont propres à l'entraînement. Et le shoot, c'est un peu, on va dire, je pense, l'exemple ultime et même des stats. Parce que plus l'échantillon est gros, plus on va pouvoir juger là-dessus. Donc, c'est ultra intéressant de voir qu'en fait, le travail, même, je pense, c'est beaucoup plus de l'entraînement. L'échantillon, il est beaucoup plus représentatif à l'entraînement que ce que nous, on peut trouver, on peut voir sur les matchs officiels finalement. Et une petite question aussi un peu là-dessus sur le développement peut-être des jeunes, peut-être un peu plus globalement, assez rapidement, mais est-ce que eux aussi, ils ont, enfin j'ai l'impression de ce que tu dis que oui, mais est-ce qu'il y a une certaine éducation aux stats, que ce soit l'efficacité globale, l'efficacité dans certaines zones, des stats un peu plus avancées aussi, c'est-à-dire cette notion de, tu vois, dont on discutait avant, de toi, tu es meilleur avec lui, avec cette line-up, etc. Est-ce qu'il y a une vraie éducation à ça? Parce que j'imagine que tous les joueurs ne sont pas forcément réceptifs à cet aspect du jeu. Ou est-ce que c'est un peu plus du cas par cas? Comment ça se passe? Bon, les statistiques sont inhérentes. On est certainement le sport collectif le plus staté et où les stats sont le plus reprises et diffusées, les stats individuelles notamment. Donc, on va dire que c'est inhérent à tous les joueurs, mais pour rentrer dans des stats avancées ou dans le fait de décortiquer les statistiques dans le but de faire progresser le joueur, par exemple sur Synergy, qui est un logiciel sur lequel on peut analyser les matchs, on peut poser la question à Synergy pour savoir, quand le joueur part en dribble main droite, quelle est son efficacité sur des pull-up two? Quelle est son efficacité sur des pull-up quand il va sur sa main gauche, etc. Donc, du coup, on arrive à un niveau qui peut permettre de créer un plan d'entraînement pour dire, est-ce qu'on va renforcer des points forts? Et dans ce cas-là,
on va sur les points qui sont déjà un petit peu verts et on continue de développer ces aspects-là? Est-ce qu'on va rééquilibrer le profil du joueur en disant, ben, il y a des zones où il faut impérativement que tu développes tes capacités parce que sinon, tu vas être trop facile à défendre et vu le volume de tir que tu prends, ben, c'est un problème pour ton jeu. Par exemple, un meneur de jeu, si quand il part d'un côté, il est pas outillé, ben, étant donné qu'il joue beaucoup de pick and roll, par exemple, ça peut être problématique. Donc, on peut utiliser ces statistiques-là dans l'entraînement, et on pourrait dire dans l'entraînement avancé. Ouais. Et du coup, ça va compléter l'éducation du joueur. Ok. Ouais, il y a une histoire un petit peu d'utiliser aussi des matériaux pour faire passer des messages. C'est plus facile quand tu as des outils statistiques noir sur blanc qui expliquent que oui, quand tu pars à gauche, bah, du coup, tu es moins efficace et au fur et à mesure, les défenses vont le voir, vont te pousser sur ta Ouais. main gauche et ça va être problématique pour toi et pour l'équipe. Donc oui, il y a Voilà. Si vraiment nous, on sait, l'adversaire le sait. oui, il y a Ouais, aussi voilà. une notion de genre la synergie, c'est. Enfin, nous, on n'y a pas accès, mais tous les gens du monde Ouais. professionnel du basket y ont accès. Donc, forcément, ce que nous, on sait sur toi, ils vont le savoir aussi. Faisons-nous une force plutôt qu'en garder une faiblesse, entre guillemets, quoi. Ouais. Et puis, on peut aller plus loin. On peut même dire que ses points forts et ses points faibles, il faut qu'ils soient aussi connus des coéquipiers. Oui, Parce que, Ouais. ben, pour orienter le jeu, pour jouer et faciliter le travail de votre coéquipier. ouais. Donc, cette approche statistique, elle fait partie du perfectionnement de l'équipe. Ouais, bah, c'est un bon point et je trouve que quand ça concerne les joueurs, c'est bien d'aller dans le détail. Et je trouve que par contre, il y a un peu une idée de il faut pas les assommer de statistiques non plus. Et quand on parle des adversaires, peut-être Ouais. plus donner des indicateurs, pas statistiques, mais de tendance. J'avais vu ça quand j'étais à Boston, les coachs vidéo, ils montraient aux joueurs plutôt les tendances des joueurs contre lesquels ils allaient jouer, mais sans aller dans les stats. Il disait pas il prend tant de pourcents de ses drives à gauche ou il a une telle fréquence à mi-distance. C'était plutôt utiliser la vidéo déjà pour que les joueurs le contextualisent et le voient, et ensuite utiliser juste des mots mais pas les assommer de statistiques parce que dans ces moments défensifs, déjà l'intensité est très dure. Il y a le BPM qui est à 150, il y a probablement quelqu'un derrière qui est en train de te crier dessus, te dire où est-ce qu'il doit se passer, qu'il y a des coupes derrière toi. Donc il faut aussi parfois savoir synthétiser l'information qu'on donne aux joueurs. Ouais, il faut qu'elle puisse être réutilisée. Oui. Alors en NBA, soit Ouais. ils utilisent pour savoir, la problématique, c'est ce qu'on appelle les close-out, c'est les reprises de joueurs. Et donc, il faut reconnaître le joueur qu'on a en face de nous et prendre une décision défensive. Et donc en NBA, ils ont souvent une terminologie, notamment, c'est les Utah Jazz qui ont beaucoup développé cette terminologie, elle est un peu diffusée en NBA, c'est de dire, ben, il y a des shooters, on dit que c'est des Curry, donc ça veut dire qu'on veut les empêcher d'avoir un catch and shoot facile. Donc là, ils sont sur des close-out en fly-by, c'est-à-dire que tu vas sauter pour empêcher le tir. Oui. Il y a des joueurs qui vont être nommés Paul George, c'est-à-dire que ben, ils ont une répartition des tirs entre le tir à 3 points et les pull-up two qui peuvent être équilibrés. Donc là, il faut sortir en gardant des appuis, peut-être en ce qu'on appelle des hockey close-out, c'est-à-dire qu'on va essayer de l'orienter que sur une main, mais on reste au sol pour pouvoir contenir et contester et le tir à 3 et le pull-up two. Il y a des joueurs qu'on va considérer comme des shooters non réguliers, donc on va les faire hésiter. Et puis, il y a des joueurs qu'on va considérer non-shooters sur lesquels on ne va pas sortir. Okay. Mais c'est vrai qu'avoir 4 choix, c'est plus simple. C'est très difficile quand il faut décider en 0.5. Ouais, c'est sûr. Donc, du coup, moi, je suis plutôt sur 2. Okay. Et soit on considère que le joueur est hot, soit on considère qu'il est cold. Okay. Donc, soit chaud, soit froid. Okay. Et donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Et pour moi, avoir une réflexion binaire, c'est ce qu'on est capable de faire quand on veut mettre de l'intensité. Quand il reste que ça. Okay. Ouais, mais c'est vrai que même, tu vois, juste 4, c'est déjà beaucoup. Alors si en plus tu es censé connaître le vrai chiffre d'efficacité derrière, c'est encore pire. C'est pour ça que c'est impossible. Ils balayent tout ça et qu'ils en font des choix. Déjà 4 c'est beaucoup et 2 c'est... Bah, quand vous jouez c'est le travail de synthèse, ouais. Quand vous jouez à Touquet, vous voyez l'adresse des gars en dessous. Et il y a la télé nationale aux États-Unis. Si vous regardez la NBA, vous pouvez switcher et passer en mode analyse. Et quand vous passez en mode analyse, il y a les statistiques des joueurs à tous les endroits où ils sont sur le terrain quand ils reçoivent le ballon. Et du coup, vous pouvez voir ça. Et il y a même des options pour que quand ils se déplacent et qu'ils vont faire un écran, ça dessine les schémas en même temps que vous regardez à la télé.
T'avais jamais vu Azad? Ah, Mais là, c'est sur le League, là, je sur le découvre. League Pass, hein. Ouais. Je regarde la NBA Ah, depuis sur le 10 League ans, je Pass, l'ai ouais, jamais vu. on peut maintenant, depuis, c'est Ouais. pas très très vieux, hein. Ok, Et donc, ils avaient fait des tentatives, mais maintenant, c'est un mode qu'on peut activer. Ok. fantastique. Ouais. Alors moi, je veux juste rebondir sur un truc, du coup, sur le côté un peu chaud ou froid de l'adversaire. Est-ce que ça t'est arrivé ou ça vous est arrivé de faire un peu le pari sur un début de match, par exemple? Bah, j'y pense parce que bah, c'est Azad l'a bien connu parce que c'était sur les Celtics, le Warriors Celtics. Tu vas voir où je veux venir. Ouais, je sais où Mais tu veux bah, venir. du coup, Jaylen Brown, les Warriors, ils avaient fait le choix de complètement l'abandonner pour pouvoir faire des choix. Il s'était fait bah, complètement punir, mais parce que peut-être il est peut-être pas considéré comme un Curry, quoi. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup sur ces joueurs qui sont un peu, parce que tu l'as dit, en NBA, ils ont quatre dénominations. Et sur les joueurs un peu entre deux, est-ce que c'est déjà arrivé de faire des gros paris Est-ce que c'est possible ça? Alors, euh, il y a des équipes qui le font énormément, Hmm. qui font des paris forts. Bah, par exemple, en Mhm. année, La Rochelle est montée avec une défense qui fait des paris forts sur certains joueurs pour renforcer leurs points forts, c'est-à-dire bah, la raquette et contester avec du deep drop et très certainement un autre joueur qui vient aussi collapse dans la raquette, qui vient rentrer et fermer les espaces. Dallas. Donc, Oui. ça, c'est des tendances d'équipe. Après, à titre vraiment, pas en termes de stratégie collective, mais plutôt sur des cas très précis, nous, ça nous Ouais. était arrivé une année de vouloir faire une impasse sur JB Maille, qui jouait à l'époque à Rouen. Et ce jour-là, il a fait le meilleur match de sa carrière de poulet en marquant 4 paniers à 3 points. Et ça, c'est le. Et souvent, je pense que le coach fait avec parce que c'est un Oui. déterminant du match, c'est Ouais. aléatoire et il va battre la statistique sur un match et donc il faut s'adapter. Mais ça rend fou l'assistant Oui. parce que très souvent, c'est une proposition de l'assistant et donc là, ça le frustre énormément. Mais ça fait partie du jeu et puis c'est bien joué de sa part. Oui. Et voilà, on a fait un pari pour essayer de fermer d'autres choses. Ils ont trouvé cette solution-là. C'est tant pis pour nous. Ça reste un jeu, et puis là, il y Ouais. a un peu le biais du vainqueur qui fait que, parce que ça a fonctionné, C'est ça. et ben on pense que ça a été pas une bonne solution, alors qu'en réalité, bah, si on rejoue le scénario plein de fois, on sait pas. Et ça, Oui, le biais du vainqueur, c'est quelque chose que j'avais découvert dans un bouquin de Ben Taylor. ouais. Et je voulais un peu t'amener sur le sujet de l'art et de la culture, donc c'est parfait qu'on arrive un petit peu à switcher là-dessus en fin d'émission. Je voulais savoir un peu, c'était quoi pour toi un peu l'influence de l'art sur ton style de coaching ou même sur ta façon de voir le basket. Je suis allé fouiller un peu dans ton Instagram, dans ton Twitter, j'ai trouvé quand même pas mal de références au jazz ou au street art ou même du coup à la littérature avec le bouquin le gène du sport. Si tu as envie de dire peut-être quelques mots là-dessus justement un petit peu sur l'influence de l'art dans ton métier de coach. Ouais, je sais pas, après on est humain, donc je pense qu'on Oui, se fait influencer par un petit peu tout ce qui nous intéresse, mais et qu'il faut rester un petit peu ouvert. Mm. Et puis comme on est ultra passionné par le basket, on regarde beaucoup de choses à travers ce prisme-là. c'est vrai. Mais c'est vrai que quand tu mentionnes le jazz, il y a déjà, même dans la littérature américaine, il y a des choses qui ont été faites en parallèle, et notamment sur le fait que c'est la musique qui reproduit le plus la musicalité, l'entraînement et la compétition. Parce qu'il y a des solos, il y a des duos, il y a des trios, il y a des quartets, il y a des quintets, il y a du free jazz. Et donc, tu vois, en même temps, tu peux faire des choses très structurées, très organisées à 1, 2, 3, 4, 5, mais en même temps, ce qui fait qu'à un moment donné, le jazz s'élève un petit peu au-dessus, et peut-être pour moi au-dessus des autres musiques, c'est que la créativité, le génie s'exprime dans des moments qui sont déstructurés. Ok. Et aujourd'hui, dans les temps d'entraînement, on se dit comment on va recréer le chaos du jeu Mm. pour que les joueurs ils soient en capacité de prendre des décisions et de se rééquilibrer. Là, le parallèle, tu vois, il est quand tu as un petit peu cette musique dans la tête, il y a des ponts qui se créent. Ouais. Et après, c'est peut-être des connexions que j'ai dans la tête. J'aime cette musique et que j'adore le basket, et qu'on m'a initié aussi à l'un et à l'autre. Mais voilà, le parallèle, il est fait.
Mais tu vois, on pourrait faire le parallèle aussi avec, voilà, avec peut-être l'art contemporain, avec des choses qui sont plus propres à, je sais pas, aux séries télé, etc. Bon, il y a des gens qui peuvent faire des allers-retours dans beaucoup de choses, qui puisent. Et puis, je pense que ça vaut le coup aussi de. Souvent, on demande aux joueurs de s'ouvrir et de venir vers l'équipe et de mettre beaucoup de leur personnalité. Mais je pense que bah, nous, les coachs aussi, on a une personnalité et c'est important d'aller vers les gars et de ne pas tricher, d'être assez authentique. Et donc, dans notre authenticité, bah, on a des choses aussi qui font partie de nous. Des valeurs familiales, des choses qui nous intéressent culturellement. Et donc, ça ouvre un petit peu des sujets qui permettent de mieux connaître les gars qui sont avec nous parce que durant une année, entre le 15 août et on va dire le 15 juin, sur les 10 mois, tu vois, sur 10 mois, ça fait à peu près 300 jours. Ouais. Et sur ces 300 jours-là, on va en passer peut-être entre 260 et 270 avec les gars. Ouais. Donc, on peut rester sur des relations professionnelles et peut-être superficielles, mais quand on demande à quelqu'un de faire plus que la normale, de se dépasser, très souvent, il faut faire un petit pas vers la personne aussi, quoi. Ouais. Le basketteur ne suffit pas. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, ça t'arrive parfois d'utiliser, au-delà de la conception du basket, à travers d'autres formes d'art ou d'autres sports, ou je sais pas, ça t'arrive d'utiliser des métaphores comme ça un peu pour faire passer des messages à des joueurs par moment, ou c'est vraiment que pour toi et pour un peu Ouais, je trouver pense que des ponts dans ta ça arrive tête? tous les jours, tous les jours. Parce que déjà, ça me fait rigoler, tu vois, c'est Ouais. presque… Et du coup, ce qu'on essaye de stimuler, c'est que les gars, après, ils ramènent aussi bah, des choses qui leur correspondent. Tu vois, on a la chance dans le basket d'avoir… bah, c'est un sport qui est multiculturel, avec des influents et des origines très différentes. On est déjà dans un pays où il y a un creuset et social et ethnique qui est important. Donc, il y a beaucoup à mettre dans le panier. Et quand on rajoute ça, les expériences de vie, et ben ça permet de ne pas réduire simplement les gens à des préjugés ou des stéréotypes qu'on peut avoir sur quelqu'un qui vient d'un tel endroit ou de tel endroit. Par exemple, très souvent, on fait des stéréotypes sur les joueurs américains, mais les États-Unis, c'est tellement grand. Face à nous, on a des écarts de personnes, de personnalités, d'origine et qui sont monstrueuses. Donc, il faut faire un petit pas vers eux pour qu'on réussisse à comprendre quel levier aussi va nous permettre de les aider à se développer. Il y a une vraie chose qui revient, je trouve, dans les interviews, même dans ces dernières choses que tu dis, c'est la transparence et l'honnêteté un petit peu. T'en parlais justement, même parfois quand des joueurs font des erreurs, pouvoir justement le dire et pas faire en fait qu'il y ait une sorte de nœud qui se crée ou de mettre les choses sous le tapis. Et comment, peut-être, après je sais que tu vas devoir y aller, mais peut-être pour finir, comment tu arrives à instaurer un peu cette notion de transparence en réalité dans un endroit où du coup les gens ne se connaissent pas tous, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui repartent, toi tu arrives comme head coach, il y a les assistants qui étaient déjà là, des nouveaux joueurs qui arrivent. Comment tu arrives à instaurer un peu cet esprit de transparence et d'honnêteté chez pas seulement du coup les joueurs, mais même du kiné, toutes les personnes que tu influences dans le club? Bah, ce qui est difficile, c'est que les gens, avec leur expérience de vie, ils ont connu des bonnes choses, mais aussi des déceptions. Donc, se livrer, plus les expériences s'accumulent, plus ça devient difficile. Et donc, le premier point qu'il faut créer à l'intérieur d'une équipe, c'est la sécurité. Voilà, ça nous appartient. Ça appartient au vestiaire. Il y a des choses il y a des sujets qui sont sensibles. Si les joueurs ils commencent à avancer et à se livrer, c'est pour créer du lien. C'est pas pour s'exposer à l'extérieur. Et donc là, le premier test, c'est, on va dire, l'imperméabilité de l'équipe. Et donc, si on arrive à développer ces relations-là, ensuite, on peut aller vers le développement de l'authenticité et donc se livrer sur certaines choses, notamment sur la culture et sur la culture d'équipe qu'on veut développer. Qu'est-ce que tel mot représente pour nous? Comment on va l'exprimer? Comment on va travailler autour de ça? Pourquoi c'est important pour nous? Il peut y avoir tout un tas de raisons, et à travers ces raisons-là, en fait, on apprend à connaître les gens qui sont en face de nous, et on apprend à créer un référentiel commun, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire être à l'heure pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire bien s'entraîner pour nous?
qu'est-ce que ça veut dire respecter les autres pour nous? Ok. C'est des choses qui peuvent être très variables selon qui on est, ce qu'on a vécu, d'où on vient. Ouais. Mais pour qu'on passe de l'état de groupe à l'état d'équipe, bah, il faut que ça devienne un peu plus concret. Très clair. J'ai eu toutes les réponses à toutes les questions que j'avais pour aujourd'hui. En tout cas, je sais pas si tu avais une dernière question, Baptiste. Non, je crois qu'on a bien fait le tour. Après, franchement, Après, ouais, si tu me laisses 5 heures, moi j'aurais 5 heures de questions, hein, mais mais ouais, en tout cas, on a fait un beau tour parce qu'en plus, on a évoqué tous les sujets qu'on voulait évoquer. Et ce qui pourrait être cool, c'est potentiellement peut-être se retrouver à la fin de la saison ou même durant la saison pour parler. Même, tu vois, tu es en train de vivre une nouvelle aventure avec la Betclic Elite. On verra si on a le temps de se recroiser, de se reprendre une heure à un moment dans la saison oui. pour repartir là-dessus et peut-être même apprendre de toi. Et même nous, on va continuer à faire du contenu sur le basket. On va sûrement apprendre des Ouais, je choses. vais Donc, continuer de suivre. Hein. trop bien. Et petite dernière question piège. Est-ce que tu aurais un 5 majeur de rêve pour ton basket total? Toi qui as une approche du basket avec beaucoup de polyvalence, donc c'est pas forcément 5 majeurs qui sont censés tout gagner ou quoi, mais plutôt quelque chose que si tu avais 5 joueurs en tête qui correspondent à l'idée du basket que tu as ou que tu aurais aimé coacher tout simplement, si tu en as 5 en tête. Allez, on va dire, allez, sur le plan offensif, Allez, et en prenant l'exemple des Jeux Olympiques, ok. tu vois, ben, je sais pas, on va dire pas forcément un meneur spécifique. On va prendre Stephen Curry qui, bon, Pourquoi pas? par hasard. On va créer l'autre axe 1-5 avec Jokic tout de suite pour avoir de la passe. On va garder Victor puisque c'est l'avenir du basket et de notre basket. Le fait d'avoir déjà 3 joueurs ultra techniques qui donnent du spacing, ça peut nous permettre même de faire jouer Giannis en 3. Et puis, on peut jouer très grand avec Kevin, par exemple, en 2. Voilà. Comme ça, on peut switcher, on peut protéger en même temps Stephen Curry et Nikola Jokic. Et puis, bon, il va falloir quand même réussir à arrêter cette équipe quoi, de l'autre côté. Donc, on devrait pouvoir Ouais. imposer un style de jeu quand même. Puis là, tu peux aller au rebond offensif aussi, tu devrais. Ouais. Parce qu'il y a des Ouais, mecs qui sont Ouais, très bons au rebond offensif. Je pense à Jokic qui exactement. est capable de faire rebondir le ballon 3 fois sur la planche avant de le récupérer. C'est ça. Parfait. Bon 5 de basket total. On aurait pu mettre un deuxième garde avec pour, euh, pour, euh, pour avoir du up-tempo avec 2 meneurs de jeu, etc. Tu vois, bon, il y a tellement de Ouais. possibilités, mais des fois, ce qui est bien dans le basket, c'est d'être contraint. Tu Oui. vois, ce qui te fait le plus avancer, ouais. Oui, oui. c'est d'avoir des contraintes. Tu sais, Ouais, ouais. Mm. au lieu d'être dans le fantasy basketball, Ouais. tu vas être plutôt dans un truc où bah, tu Et- as des contraintes, et puis là, il faut réussir à te réinventer à l'intérieur de ces contraintes. Ouais. Mm. Renoncer, c'est choisir. Donc Ouais. au Puis- final, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, et puis même c'est ça la beauté du basket, je pense, hein. Parce qu'il Ouais. n'y a aucun joueur qui est parfait. Même là, Jokic, bah voilà, tu le prends, mais tout de suite, le premier truc que tu dis, c'est faut le couvrir défensivement, etc. Donc je trouve ça, ouais. C'est un beau 5 cela dit, hein. C'est un Exactement. très, très, très beau 5. Eh ben, merci beaucoup. On va arrêter Merci à l'interview vous. ici. Donc, je vais remercier avant de te laisser partir d'abord tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris au moins à la moitié du plaisir que nous on a pris à préparer cette interview et à la faire. Et du coup, merci à toi Guillaume d'avoir pris le temps et bonne chance pour le match de ce soir et bonne Merci chance beaucoup. pour la compétition du coup et pour la Betclic Elite pour cette grande première pour toi au final. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Bah, bonne continuation. À très bientôt. Avec Salut. plaisir. Ciao. Merci beaucoup.